Les vies de Christian Dior. Épisode 2. Double vie. Nous l'avions laissé adolescent, Christian Dior est maintenant jeune homme. Enfin, tout jeune homme. 20 ans à peine. Et voilà qu'il sort. Il adore le bœuf sur le toit, cabaret mythique de la capitale et haut lieu gai des années folles. Il y avait une telle activité intellectuelle, on brassait tellement d'idées. Ce n'était pas seulement la littérature, c'était la musique, c'était la peinture, c'était la danse. Qu'on avait tout d'un coup l'impression, vous savez, comme quand on met une lorgnette au point, que partant de ces immenses bouillonnements qui étaient dans le monde, et qu'on braquait sa lunette sur Paris, qu'on braquait ses lunettes sur le bœuf sur le toit dans Paris, que le bœuf sur le toit était le nombril du monde. Et pourquoi ? Eh bien, je me le demande encore, mais je crois que nulle part dans le monde on a brassé autant d'idées, on s'est intéressé à autant de choses, et on avait l'impression qu'on ne vivait nulle part aussi intensément qu'au bœuf sur le toit. Tout ce que la ville compte d'artistes, de dandys, de poètes ou d'intellectuels se côtoie ici chaque soir, rue Boissy-d'Anglas, dans une liberté totale et un insondable chaos. Et chacun festoie selon ses moyens, à table ou au bar, pour les moins fortunés. Christian Dior y a sa place, avec ses amis. Il y croise Picasso, au bras d'Olga Koklova. Il y a aussi le compositeur Erik Satie, et surtout Jean Cocteau, le maître des lieux aux yeux de tous. Depuis le bar, Christian les observe de loin. Sait-il qu'un jour il partagera leur table ? Ça m'étonnerait. Souvenez-vous, pour l'instant, son destin est de devenir diplomate. Quel ennui. Christian a bien tenté de trouver un compromis pour échapper aux sciences politiques. Mais ses parents ne l'ont pas entendu de cette oreille. Le moment était venu, de lycéen, il me fallait devenir étudiant. Poussé par mon goût de l'architecture, je proposai à ma famille les beaux-arts. On se récria. Ma place n'était pas parmi les bohèmes. Madeleine a dit non, et Christian a dû dire oui. Enfin, pas tout à fait. Car si en 1923, Christian Dior est effectivement étudiant à Sciences Po le jour, il a tout loisir de passer ses soirées juchées sur un tabouret au bar du Bœuf sur le toit. Le jeune homme a tout de suite compris comment tirer au mieux parti de la situation. Ne surtout pas contredire la décision de ses parents, mais s'en accommoder. Voilà bien des qualités de diplomate. Pour Christian, l'essentiel pour l'instant est de gagner du temps. Derrière l'image du garçon studieux, il vit à fond ses rêves. Il court les galeries d'art, il se passionne pour les films expressionnistes allemands et il fréquente autant les cafés que les cabarets. Et c'est aussi un fan de danse classique. Avec ses amis, il se surnomme les ballettomanes et ils en rient. Dans ses années 20, follement endiablé, un homme fait pour lui office de maître à penser. On en parle un peu plus tôt. C'est Jean Cocteau. Jean Cocteau a une marotte, une idée fixe qu'il répète inlassablement. L'idée que la poésie est partout. Christian Dior admire son audace, cette audace qui lui manque terriblement. Timide et discret, Christian se contente pour le moment de l'admirer en secret. Ce n'est que plus tard qu'ils n'auront ensemble une véritable relation. On prêtera d'ailleurs à Cocteau cette fameuse formule. Dior, ce génie léger propre à notre temps et dont le nom magique comporte Dieu et or. Encore un peu timide, le Christian des années 20 est déjà bien entouré. Terriblement curieux, il veut tout voir, tout connaître, mais certainement pas seul. Comment ai-je connu mes amis ? Venus de différents milieux, nous nous sommes rencontrés au hasard. Ou plutôt, au gré de ces lois mystérieuses que Goethe a baptisées les affinités électives. Nous nous étions simplement réunis entre peintres, littérateurs, musiciens et décorateurs, sous l'égide de Jean Cocteau et de Max Jacob. Parmi les amis qui comptent et qui compteront toute sa vie, il y a d'abord un autre Christian. Christian Bérard, c'est Bébé. Un peintre surdoué qui s'illustrera dans le théâtre et le cinéma, en tant que costumier et décorateur, comme pour La Belle et la Bête, l'un des chefs-d'œuvre de Jean Cocteau,
sorti en 1946. Autre camarade, autre talent, Henri Sauguet, un compositeur brillant, dans la lignée d'Éric Satie et Claude Debussy, qui signera des opéras bouffes et des musiques de films. À son ami Christian, il dédie une jolie valse en 1947, intitulée Miss Dior. Et puis bien sûr, il compose des ballets, comme Les Forains, dont Bébé signera la scénographie en 1945. Voici ce que dit Henri Sauguet de Dior, interviewé en 1948. Et c'est un jour que nous comme cela, à force de les amis des amis devenant les amis, que vint nous retrouver Christian Dior, qui à cette époque-là n'était pas le grand, l'illustrissime couturier que nous connaissons aujourd'hui, et qui était simplement un jeune homme de Passy qui, comme nous, aimait les arts et les belles lettres, et qui adorait les ballets et la musique. C'est que nous étions amis, c'est parce que nous avions des goûts communs. Et ces goûts communs nous portaient à la fois vers les œuvres d'art, vers le théâtre, et vers toute cette extraordinaire effervescence de nouveautés qui marquait cette époque fabuleuse. Le soir, quand la petite troupe d'amis n'est pas au bœuf sur le toit, ils se retrouvent chez l'un, chez l'autre, parfois dans l'appartement cossu des Dior. Quelques notes de piano, des charades, tout est prétexte au rire et à la gaieté. Le carnaval de Granville qui avait fait la joie de son enfance est loin, mais Christian reste un grand enfant. Il lui suffit d'un abat-jour ou d'un couvre-lit pour se déguiser et amuser la galerie. En 1925, la bande assiste à l'Exposition internationale des arts décoratifs, un événement considérable. À cette occasion, Paul Poiret, couturier de renom, trouve une idée géniale pour faire parler de lui. Il présente ses collections à l'intérieur de 3 péniches, amarrées près des Invalides. Pendant plusieurs mois s'y déroulent de somptueuses fêtes. Tout le gratin s'y donne rendez-vous. Poiret est un vrai dandy, excessif, jusqu'à la ruine. La mode féminine n'a alors plus rien à voir avec les années d'avant-guerre. Coco Chanel et Jean Patou donnent le ton. Fini les corsets et les robes longues. La mode est aux coupes simples, droites et fluides. On simplifie. La femme s'émancipe, à l'image de la garçonne, aux cheveux courts. Elle s'était fait couper les cheveux comme une petite fille gentille. Elle s'était fait couper les cheveux en se disant ça m'ira beaucoup mieux, car les femmes tout comme les messieurs. Pas sûr que les garçons aient séduit Christian Dior. Quoi qu'on en dise, il est convaincu qu'on ne fera jamais plus élégant que les charmantes silhouettes en S de la Belle Époque. Le souvenir de leur taille serrée et leurs chapeaux somptueux continue de l'obséder. Mais pourquoi en parler là, puisque nous sommes au beau milieu des années 20 et que Christian Dior n'est pas encore le grand couturier que l'on connaît? D'ailleurs, il n'a toujours pas trouvé sa voie. Il s'est bien essayé à la musique, et puis non. Difficile de rivaliser avec son ami Henri Sauguet. Pour encore quelques années, Christian va rester un esthète muet. Il contemple, il admire, il vibre à l'art des autres, mais ne parvient pas encore à exprimer ses propres visions. Pour l'heure, Christian emmagasine. Avant d'accomplir sa destinée, Christian Dior doit d'abord se sortir de l'impasse dans laquelle il a engagé sa vie. Le moment arrive enfin, en 1928. Fini l'imposture. Christian abandonne Sciences Po. Même sa mère est bien obligée de l'admettre. Son fils ne sera jamais diplomate. La carrière du futur grand couturier va-t-elle donc pouvoir débuter? Pas si vite. Christian est alors rattrapé par les devoirs de sa vie d'homme. Pas le choix. À l'époque, c'est la règle. Il doit faire son service militaire. Il est alors envoyé à Versailles dans un régiment spécialisé dans les travaux de voies ferrées. Comme toujours, Christian s'accommode de la situation et décide de mettre ce temps à profit. C'est donc en portant des rails de chemin de fer qu'il réfléchit à son avenir. Après le service militaire, il rêve de mettre un pied dans un monde qui le fascine depuis toujours, celui de l'art. Alors il s'associe à un ami et ouvre une galerie. Ma nouvelle vie, plus austère, permettant la méditation, je réfléchis au métier qu'il me faudrait exercer à ma libération. Je me décidai pour le plus sage, c'est-à-dire pour celui qui dut apparaître le plus fou à mes parents, directeur d'une galerie de tableaux. Effectivement, ce choix est accueilli plutôt froidement par Madeleine Dior. Pour elle, ce projet de galerie n'est qu'une fantaisie de plus, une lubie de garçon frivole. Pourtant, son père lui accorde son soutien en lui donnant quelques centaines de milliers de francs, qui lui permettent de démarrer confortablement. Il faut dire que le nom du collaborateur de Christian, Jacques Bonjean, l'a sans doute rassuré.
De bonne famille, Bonjean n'est pas un novice. Papa et maman Dior finissent donc par se résigner. Après tout, il faut bien que leur fils ait un métier. Madeleine aura toutefois une exigence. Pas question que le nom Dior apparaisse. Ce sera donc la galerie Jacques Bonjean. Si Madeleine avait su que leur nom se lirait plus tard sur les boutiques du monde entier. Et puis d'ailleurs, la galerie est vite rebaptisée par les facétieux amis de la bande. Officieusement, elle s'appellera Jambon Dior. L'enthousiasme, la curiosité et le succès sont rapidement au rendez-vous. Les deux associés collaborent étroitement avec Pierre Coll, un jeune galeriste qui leur permet d'exposer les dessins de Max Jacob. En quelques mois, la galerie s'impose comme un lieu incontournable de l'avant-garde parisienne. On y expose les grands noms de l'avant-garde. Picasso, Miro, Giacometti, de Chirico. On y lance aussi de jeunes peintres, tels la talentueuse Léonore Fini. Il y aura aussi Salvador Dali. Arrivé en France en 1927, il doit les débuts de son ascension au jeune Christian. Dali ne manquera pas d'ailleurs de lui rendre hommage en 1979, lors de sa réception à l'Académie des Beaux-Arts. Le troisième, c'était Christian Dior, lequel n'était pas connu à l'époque. Il portait un chapeau melon et un parapluie très fin, et en dessous le bras, un petit tableau de Dali, tâchant de convaincre à tout le monde que c'était pas mal. Et il a vendu ce tableau, en plus. Christian Dior s'épanouit parfaitement dans ce travail et vit enfin de sa passion. Il ose des paris artistiques, souvent très judicieux. Ce temps merveilleux, ce temps de la jeunesse, je l'ai millésimé 1928. Tout paraissait réussir. Notre galerie avait connu des débuts assez prometteurs, propres à rassurer ma famille. Il faut noter que, depuis 1925, le virus de la spéculation avait gagné les couches sociales les mieux défendues par tradition contre le hideux appétit d'argent. Tout devait rapporter. Les affaires, l'art, comme la bourse. L'époque est à l'investissement. L'avenir semble radieux et rien ne saurait perturber ces folles années. On mise donc sans compter sur des artistes dont les cotes ne cessent d'augmenter. Oui, rien ne semble alors pouvoir bousculer cette prospérité. De l'autre côté de l'Atlantique, pourtant, ce rêve fou d'une abondance éternelle est sur le point de s'écrouler. À force de gonfler, la bulle est prête à éclater. Subitement, en octobre 29, l'optimisme s'effondre. Le 24 octobre, à la bourse de New York, les spéculateurs, par peur de la baisse, jettent toutes leurs actions sur le marché. La panique s'empare des petits porteurs. À midi, 12 millions d'actions ont été vendues. Il y aura 5 jours de répit et c'est le mardi noir. 16 millions d'actions sont bradées ce jour-là, les autres ne trouvent pas d'acheteurs, même au plus bas prix. La Grande Dépression commence. En France, on croit d'abord échapper à la crise qui fait plonger l'économie américaine. Christian Dior, lui, ne partage pas cet optimisme. 1930. Au retour des vacances, un signe me toucha plus que la chute de la bourse. Dans la maison vide, une glace s'était décrochée seule et brisée sur le parquet en 1000 morceaux. Un miroir brisé. Et alors ? Pour Christian, ce n'est pas rien. Dior est un superstitieux, un vrai. Tout jeune déjà, à 14 ans, il avait consulté une voyante. Il passera sa vie à prendre garde aux signes et à se méfier des mauvais présages, gardant précieusement chez lui une collection de gris-gris. Pour lui, c'est certain, ce miroir brisé présage un malheur proche. On aimerait lui dire qu'il se trompe, lui dire de ne pas croire à ses balivernes, mais la réalité est là. Les quelques années qui viennent seront probablement les plus difficiles de sa vie.